Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous d'être venus malgré ce mauvais temps. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, le titre de cette conférence, Israël, un crime permanent. Alors, pour rappel, le 21 juin dernier, j'avais déjà donné ce titre à une conférence. Donc, en fait, celle d'aujourd'hui n'est que la prolongation de cette première conférence avec ce même titre. Pour la raison très simple que les crimes d'Israël continuent et s'amplifient. Et cela sans que l'Occident dit chrétien trouve à redire ou à émettre un blâme. C'est au point d'ailleurs qu'à Gaza, Yotam, un ex-soldat réserviste de l'armée israélienne, dénonce lui-même un nettoyage ethnique en cours en Palestine par Israël et se dit trahi par son gouvernement. Immédiatement, il a été suspendu de ses fonctions pour avoir dénoncé les agissements de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Vous trouverez cette information sur France Info, Radio France. Comme 300 autres réservistes, Yotam, qui a 28 ans, est sorti du silence et ose dénoncer publiquement les crimes contre l'humanité de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne. En effet, entre autres, mitraillés par des soldats israéliens, plusieurs dizaines de Gazaouis meurent en tentant de rejoindre les sites de distribution alimentaire. L'un des derniers exemples rendus publics est celui d'un enfant affamé, tué par les soldats israéliens à Gaza au moment où il recevait la nourriture, rapporte scandalisé l'ancien attaché militaire américain Anthony Aguiar. Sous sa casquette, le visage de Yotam apparaît totalement fermé. Les 270 jours qu'il a passés à Gaza en tant qu'officier réserviste, pilote de char, l'ont anéanti. Israël, quoi qu'en dise le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, est mal en point. C'est au point qu'il a appelé le 22 juillet à ne pas manquer une occasion de libérer les otages israéliens à Gaza, mais sur place, la situation est plutôt chaotique. Quant à Donald Trump, toujours aussi hypocrite et inféodé à l'État hébreu, il assure qu'Israël est prêt à finaliser un cessez-le-feu et enjoint le Hamas d'accepter cette ultime proposition. Ultime proposition, mais en fait, elle n'est qu'un ultimatum israélien. Même du côté israélien, la défiance envers le gouvernement s'installe dans la population et dans les rangs de l'armée. De plus en plus de soldats, notamment des réservistes, prennent la parole et désapprouvent publiquement l'action criminelle de l'armée dans l'enclave palestinienne. Quelqu'un doit les arrêter, exige-t-il. Quand on est parti combattre, le gouvernement nous a dit que c'était une guerre pour amener les otages, défendre les citoyens israéliens, vaincre le Hamas. Personne ne nous a dit officiellement les intentions qu'avaient certains dans le gouvernement, c'est-à-dire le nettoyage ethnique de la bande de Gaza et s'y installer. Ce n'est clairement pas ce qu'ils nous ont dit,
qu'on allait faire, dénonce Yotam au micro de Radio France. Et pourtant, ce jeune homme est loin d'être un pacifiste. Il savait qu'il allait entraîner la mort, y compris celle de civils. Des dommages collatéraux sont devenus une norme intolérable au fil de la guerre, déclenchée par l'armée israélienne, regrette-t-il. Alors, lui et plus de 300 autres réservistes ont décidé de dénoncer l'action du gouvernement israélien à Gaza dans une lettre. Je cite. On représente une très grande partie des soldats qui sont à Gaza aujourd'hui et certainement la majorité des Israéliens. Personnellement, je me sens trahi par le gouvernement. C'est pour cela qu'il est important pour moi de parler, parce que quelqu'un doit les arrêter. Aujourd'hui, il n'est plus dans l'armée, suspendu à cause de ce qu'il a dénoncé. Bien sûr, personnellement, je suis soulagé de ne plus y être, mais cette guerre me hante. Selon lui, la défiance est si grande parmi les soldats que le gouvernement craint un soulèvement de l'armée. Le gouvernement voit tous les Gazaïs comme des combattants. Peut-on dire que Tsahal est l'armée la plus morale du monde? Comme l'affirme le Premier ministre Benjamin Netanyahou, questionne Hazar Asher, philosophe israélien qui a participé à l'écriture d'un code éthique de Tsahal dans les années 1990. Un guide moral qui devait donner la vie. Ce qui est certain, c'est que sur le terrain, les choses ne se passent pas bien pour Israël, ne serait-ce que par l'effondrement moral caché de l'armée israélienne. Entre suicide, cauchemar, culpabilité, ils dénoncent le silence de leur gouvernement sur les horreurs commises qui leur sont imposées. La tragédie morale que révèle la destruction intérieure d'Israël face au génocide palestinien est patente. L'actualité fait état de nombreux exemples atroces. Il faut le répéter. L'exemple de cet enfant palestinien affamé abattu à Gaza par les Israéliens juste après avoir reçu la nourriture des organisations humanitaires. Et d'ailleurs, souvent, je tiens à souligner, les membres des organisations humanitaires sont elles-mêmes victimes des tirs des hommes de Tsahal. Anthony Aguilar, un aide qui travaillait à Gaza Humanitarian Foundation, témoigne qu'un enfant palestinien qui lui baisait les mains en le remerciement de son aide a été abattu à ce moment-là par les forces israéliennes. L'armée la plus morale du monde. Ce fait est loin d'être isolé, d'où l'écœurement de nombre de soldats israéliens devant ce qu'on leur fait faire ou qu'ils voient se commettre. Il faut tout de même le souligner, je le rappelle. Or, Israël et son allié Yankee auraient dû rester tranquilles. Car la réponse de l'Iran à leur agression a été magistrale, inattendue et paralysante, alors qu'Israël se croyait à l'abri. Ainsi, la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran ne peut être dissociée de la cause palestinienne, celle d'un peuple dépouillé de ses terres par une colonisation de peuplement abject qui dure depuis plus de 80 ans. On ne peut que relever que devant cette situation odieuse,
la plupart des gouvernements arabes sunnites, surtout du Golfe, ont manifesté une lâcheté vis-à-vis du drame palestinien où seuls les chiites réagissent quelque peu dans ce conflit. Si les nouveaux arrivants israéliens sont constamment abreuvés par l'endoctrinement sioniste sur leur prétendu droit et leur prétendue invincibilité suite à la puissante riposte iranienne, l'agression israélienne démontre qu'on leur a menti. En provoquant l'Iran, Israël croyait ne rien craindre en retour. Or, devant la dureté de la riposte iranienne, Donald Trump a été obligé d'intervenir pour sauver ses amis israéliens. Ils étaient en déroute devant la stratégie de l'Iran visant les cibles civiles et militaires sensibles qui allait conduire à l'effondrement de l'entité sioniste. Devant le renversement de la situation, le génocidaire Netanyahou feint de s'indigner. Il affirme, pour se dérober de la responsabilité de la fin des combats qu'il a lui-même réclamés, arguant qu'il a été trompé par Trump. De fait, le politologue John Mearsheimer affirme que ce sont les Israéliens eux-mêmes qui ont demandé aux Américains d'arrêter la guerre car ils étaient en très grande difficulté. Même le pro-israélien Wall Street Journal le confirme, annonçant en outre qu'il ne restait à Israël que 2 semaines de moyens de défense. Pour Larry Johnson, Donald Trump n'a fait que suivre ce qui était convenu depuis longtemps. Il pensait que cela marcherait, mais il constate aujourd'hui à ses dépens qu'on lui a fait croire à tort à une victoire militaire rapide, ce qui est loin d'être le cas. Une question se pose. Trump est-il intervenu en tant que fervent ami d'Israël, des sionistes, de cette fripouille corrompue de Netanyahou, ou bien a-t-il agi contraint sous chantage? Des photos le montrent en effet, avec l'espion israélien Jeffrey Epstein, en bonne compagnie féminine. Il serait donc lui aussi sur la liste disparue des clients d'Epstein. Ce qui explique, d'après Chris Hedges, le refus de l'administration Trump de divulguer les dossiers et les vidéos de l'enquête sur Epstein pour protéger Trump lui-même et toute la classe de dirigeants, de politiciens, de milliardaires et de célébrités corrompues impliqués dans l'affaire. Ils font tous partie du même club, car Epstein avait installé des caméras espions dans ses résidences où se déroulaient ses réjouissances. Aussi, Trump doit-il être satisfait de la destruction spectaculaire du siège du Mossad par l'Iran, escomptant qu'elle a détruit ces documents compromettants pour lui. Victime d'une agression non justifiée et en phase d'infliger à Israël une défaite mémorable par l'anéantissement de ses capacités militaires et économiques, l'Iran a accepté, bien à tort à mon sens, l'arrêt des hostilités proposées par Donald Trump en catastrophe pour sauver ses amis israéliens.
Il faut relever aussi que l'on nous prétend qu'il ne reste plus de nucléaire en Iran, mais alors il ne devrait plus y avoir rien à négocier, ce qui n'est pas le cas. Sans utiliser ces armes, je parle des armes atomiques, que par principe l'Iran se refuse à utiliser dans un sens moral, vu leur capacité de destruction. Néanmoins, par ses seuls moyens classiques, il peut anéantir Israël. Dans ce conflit, on ne peut que constater que l'Agence internationale de l'énergie atomique est un instrument d'espionnage pour la CIA et le Mossad. Rappelons d'ailleurs que ce n'est qu'après s'être assuré que l'Irak n'avait pas l'arme nucléaire qu'à l'époque il avait été attaqué. Le même calcul a été fait pour l'Iran, mais c'était sans compter que les Perses ont capitalisé d'autres moyens conventionnels de destruction, des ripostes bien plus puissantes qui ont pétrifié l'agresseur, l'obligeant à quémander un cessez-le-feu avec l'aide des États-Unis. C'est au point d'ailleurs, devant ces destructions, qu'un maire israélien a déclaré n'avoir jamais vu une telle destruction de sa vie. Alors, j'insiste un petit peu sur cet aspect-là, parce que quand vous regardez les informations, vous avez l'impression qu'Israël est invincible. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il est certain que si les États-Unis n'étaient pas là, Israël aurait disparu depuis longtemps. Et c'est ce qui, à mon sens, lui arrivera tôt ou tard. C'est quelque chose d'impossible dans la région. Ça n'aura qu'une existence éphémère, mais qui aura causé beaucoup de dégâts matériels et humains. Il faut rappeler qu'en 12 jours, Israël s'épuisait. Ces nombreux et ces fameux, soi-disant fameux systèmes de défense antimissiles, le dôme de fer, la fronde de David, THAAD, n'ont pas tenu face à la balistique iranienne. Les moyens s'amenuisaient et le territoire se vidait de ses habitants terrorisés, fuyant par dizaines de milliers vers l'étranger à la faveur de leur autre nationalité. J'insiste tout de même là-dessus parce que vous savez que la plupart des Israéliens ont au moins une double nationalité, sinon triple ou quadruple. De ce fait, Israël, qui massacre à Gaza, a découvert à son tour les horreurs de la guerre en les subissant en retour. L'Iran est désormais plus incité que jamais à se doter de l'arme nucléaire qu'il ne l'était avant les frappes israélo-américaines, et il dispose des moyens et des savants pour y parvenir en très peu de temps. Dans ce contexte, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est un véritable cheval de Troie, avec pour mission cachée de collecter les renseignements pour Israël, est tout de même découverte aujourd'hui. Selon un haut commandement, l'Iran aurait engagé dans cette guerre de 12 jours environ à peine 5% de sa puissance militaire. Ce qui suppose que l'Iran a en stock disponible des missiles et des drones suffisants pour tenir pendant plusieurs mois, ce qui n'est pas le cas d'Israël. On en déduit que si l'Iran
en cas d'une éventuelle reprise des attaques, utiliser seulement 20% de sa force en missiles, il ne resterait plus rien des grandes villes d'Israël. Devant cette situation, certains reprochent aux Russes leur ménagement. Or, il faut remarquer que les Russes ne ménagent jamais personne qui touche à leur intérêt stratégique, où qu'ils se trouvent. C'est leur réalisme, leur pondération, leur pragmatisme et leur sang-froid qui donnent cette impression d'apathie qui n'est que trompeuse. En outre, contrairement aux Israéliens qui ont besoin de l'aide américaine, les Russes savent que l'Iran est capable tout seul d'infliger une défaite à Israël. Cela peut changer si les limites du tolérable sont franchies. C'est pourquoi les autorités russes ne cessent d'avertir qu'il n'y aura pas de limite de leur côté. Israël, comme les États-Unis, ferait bien de ne pas oublier que les Russes, comme la Chine, ont des intérêts stratégiques intangibles avec l'Iran. Je dirais que dans cette situation, la position de l'Iran me semble une erreur et finira par regretter sa retenue. En effet, les Iraniens auraient dû finir le travail en écrasant la pustulsionniste pour éviter qu'il ne recommence, car Netanyahou ne va pas s'arrêter là, ce qu'il risque d'ailleurs de regretter, car l'Iran a montré une efficacité inattendue en termes de missiles et d'organisation qui devrait inciter Israël à la prudence. Dans ce contexte de la guerre contre l'Iran, elle ne peut être dissociée de la cause palestinienne, il faut bien le souligner. Tout est lié. Et Israël, comme les États-Unis qui l'appuient, sont loin d'être sortis des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Ils auraient été bien avisés de rester tranquilles, car je le répète, je le souligne, la réponse de l'Iran à leur agression a été magistrale, alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. En fait, le problème de Trump, c'est qu'il croit toujours qu'avec la protection des États-Unis, il s'en sortira toujours. Or, justement, les derniers événements démontrent qu'il se trompe, que même les États-Unis ne peuvent pas le mettre complètement à l'abri. Et je repose une question qui revient souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Trump n'est-il intervenu qu'en fervent ami d'Israël et des sionistes et de cette fripouille corrompue de Netanyahou, ou bien a-t-il agi sous chantage? Une question qui revient en boucle. Et de ce que j'ai déjà cité, on ne peut que constater qu'en fait Trump est tenu et qu'il est obligé d'agir et de réagir comme on lui dit de le faire. C'est tout de même une situation assez étrange. Et en fait, quand on regarde les choses, quand on voit comment les choses se sont déroulées, se déroulent, et la situation à laquelle on aboutit, on ne peut que constater qu'en fait, Israël s'est piégé tout seul.
et cela sans utiliser l'arme atomique. Comme quoi, quand on lance une guerre, une agression, il faut tout de même, c'est comme dans vos échecs, il faut prévoir le coup d'après, du coup d'après, du coup d'après. Sinon, c'est piégé. C'est ce qui est en train d'arriver non seulement à Israël, mais aux États-Unis eux-mêmes. Je reviens, parce que c'est une question qui est souvent posée, mais pourquoi est-ce que la Russie n'intervient pas davantage? Je ne peux que refaire la même réponse que j'ai déjà faite, parce que les Russes sont des pragmatiques qui pensent toujours au coup d'après, et que ce n'est que comme ça qu'on peut expliquer leur attitude qui peut paraître une lâcheté, alors qu'elle n'est qu'une stratégie de joueur d'échecs. J'avoue que quand j'étudie cette question, cet affrontement entre Israël et l'Iran, je me demande comment les Israéliens n'ont pas mieux mesuré les capacités de réponse de l'Iran. Ont-ils cru à ce point-là que la seule aide américaine pourrait les mettre à l'abri d'une riposte destructrice? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, c'est comme aux échecs, on peut faire une erreur de stratégie. Je ne sais pas si certains d'entre vous aient joué aux échecs, mais très souvent, quand on croit avoir calculé le coup qui va mettre en échec l'adversaire, on a oublié la position d'un petit pion qui bouleverse tout et on se trouve soi-même en échec. C'est ce qui est en train d'arriver à Israël et aux États-Unis. Je voudrais revenir sur un chiffre que je viens de citer il y a quelques minutes. Ce chiffre cité par un haut commandement de l'Iran, selon lequel l'Iran n'aurait engagé dans cette guerre de 12 jours que 5% de sa puissance militaire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie comme puissance? Et cela explique justement pourquoi les Russes, finalement, n'ont pas bougé. Ils savent très bien que l'Iran, par ses propres moyens, peut parfaitement non seulement se défendre, mais mettre en déroute l'adversaire sioniste. C'est là le résultat de leur pondération, je parle des Russes, de leur pragmatisme et de leur sang-froid, qui donne cette impression, disons, d'apathie. Il y a aussi un élément qu'il faut souligner et marteler. C'est à propos des crimes d'Israël déjà connus en Palestine, dénoncés par les autorités de Gaza, le vol d'organes sur les prisonniers. Qui en parle? Qui en parle? On sait que le vol d'organes ne pose aucun problème à Israël, car selon le rabbin Isaac Ginsburg,
je cite, « La Torah autorise de prélever le foie d'un non-juif innocent pour sauver un juif, car la vie juive est infiniment plus sacrée et unique que la vie non juive. » J'ai trouvé cette citation dans le site Spirit Free Speech d'octobre 2018. Devant les évidences recueillies, le bureau des médias du gouvernement de Gaza a officiellement accusé Israël le 17 octobre dernier d'avoir volé les organes à des Palestiniens. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'examen de 120 corps mutilés restitués par Israël après le récent cessez-le-feu, qui démontre que certains ont été torturés à mort. Nous accusons officiellement l'armée israélienne d'avoir prélevé des organes des martyrs, a déclaré le docteur Ismail Al-Tabata, directeur du bureau des médias, en exigeant une enquête internationale sur, je cite, les tortures, mutilations et vols d'organes commis par Israël. Vous savez, Israël, dont l'armée est la plus morale du monde. Je poursuis la citation. Les 120 corps sont arrivés dans un état extrêmement dégradé et bouleversant. Les yeux bandés, ligotés, écrasés sous des chars et dépouillés de leurs cornets, de leur foie, de leurs membres, a déclaré le docteur Tabata. L'occupation israélienne a exécuté nombre d'entre eux de sang-froid. Beaucoup ont été retrouvés les yeux bandés, mains et pieds ligotés, et d'autres présentaient des signes de pendaison, de tir à bout portant. Nous avons également trouvé des corps présentant des signes évidents de torture sévère ayant entraîné la mort. L'armée la plus morale du monde. Le docteur Tabata a encore expliqué que les autorités israéliennes ont refusé de fournir le nom des victimes, rendant ainsi leur identification extrêmement difficile pour les autorités de Gaza. Après la remise des corps, les familles des Palestiniens disparus se sont précipitées vers les hôpitaux, en particulier l'hôpital Nasser, pour essayer de voir si leurs proches se trouvaient parmi eux. Mais vu leur état, ils devront être enterrés anonymement. Je cite encore. Le système de santé à Gaza est presque complètement effondré. Nous manquons d'équipements pour effectuer des tests ADN et des analyses médico-légales. Certaines familles n'ont pu identifier leurs proches qu'à partir de leurs effets personnels ou de leurs vêtements. Si nous ne parvenons pas à identifier les autres, nous serons malheureusement contraints de les enregistrer et de les enterrer anonymement afin de préserver leur dignité humaine, a ajouté M. Tabata. Selon les données du bureau des médias, 9500 Palestiniens sont toujours portés disparus, la plupart d'entre eux restant ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits. Des familles entières, pères, mères, enfants, restent ensevelis depuis près de 2 ans, a déclaré le directeur du bureau des médias. Alors, le système est très simple pour Israël. On en a quelques images sur Internet d'ailleurs. Des bulldozers israéliens qui repoussent les terres, repoussant tout ce qui est en dessous, les morts, bien entendu.
Plus de témoins, plus de traces. En outre, les corps sont difficiles à localiser en raison de l'ampleur des destructions causées par le bombardement israélien et parce qu'Israël a détruit la quasi-totalité des engins lourds, bulldozers, excavatrices à Gaza, bloquant ainsi intentionnellement les opérations de déblaiement. Même aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu, tous les checkpoints sont encore fermés et Israël bloque l'entrée des engins de sauvetage. C'est une catastrophe humanitaire sans précédent dans l'histoire moderne. Plus de 3000 familles ont été complètement anéanties, 6000 autres ont été tués, ne laissant qu'un seul survivant, a ajouté M. Tzabata. Les autorités de Gaza ont d'ailleurs signalé des cas antérieurs de vol d'organes pendant le génocide. Par exemple, en août 2024, les forces israéliennes ayant renvoyé à Khan Younes les corps décomposés de 89 Palestiniens dans un conteneur, les autorités n'ont pas pu identifier les corps et ont été contraints de les enterrer dans des sacs mortuaires séparés dans une grande fosse près de l'hôpital Nasser. Les forces israéliennes ont également été vues en train d'extraire des dizaines de corps des tombes et des rues entourant le complexe médical Al-Shafra et l'hôpital indonésien dans le nord de la bande de Gaza. En outre, les médecins ont trouvé des preuves de vol d'organes, notamment des cochlées, des cornées manquantes, mais aussi d'autres organes tels que le foie, les reins. Donc, les renseignements à ce sujet-là se croisent, se complètent, il n'y a pas de doute. Cela n'a rien de nouveau. Israël est connu a une longue histoire de vol d'organes des Palestiniens. En 1990, le docteur Hatem Abu Ghazaleh, ancien responsable de la santé en Cisjordanie, avait déclaré que pendant la première intifada, je cite, des organes, en particulièrement la cornée et les reins, avaient été prélevés sur le corps pendant la première année et la première année et demie. De même, en 2013, le journaliste suédois Donald Bostrom a publié un article documentant le vol d'organes sur les Palestiniens morts amenés à l'Institut national israélien de médecine légale entre la première intifada et la guerre de 2012 à Gaza. Le directeur et pathologiste en chef Abu Kabir, le docteur Yeshua Hiss, a admis dans une interview accordée en juillet 2000 à l'université américaine Nancy Shepherd Hughes que l'Institut avait secrètement prélevé de la peau, des os, des valves cardiaques, des cornées et d'autres tissus humains sur les corps lors des autopsies. Il a décrit le prélèvement non seulement des cornées, mais aussi de globes oculaires entiers sur les corps des défunts, ensuite restitués à leur famille avec les paupières collées. En 1996, le rabbin Yitzhak Ginsburg, un leader influent au sein du gouvernement juif fondamentaliste Chabad Lubavitch, avait affirmé que le judaïsme autorise le vol d'organes sur les non-juifs au motif que la vie des juifs compte plus que celle des non-juifs. Si un juif a besoin d'un foie, a-t-il lancé, peut-on le prélever d'un non-juif innocent passant par là?
pour le sauver. La Torah le permettrait certainement. La vie juive a une valeur infinie. Il y a quelque chose d'infiniment plus sacré et unique dans la vie juive que dans la vie non juive. Toutes les références. Hein. Tel est Israël qui se vante d'avoir l'armée la plus morale du monde. On retrouve là à nouveau la chutzpah. Vous savez ce que c'est que la chutzpah? Non? C'est-à-dire le culot. L'incommensurable culot juif éhonté en dépit de tous leurs crimes et leurs trafics. La chutzpah. Donc, vous ne saviez pas ça. C'est primordial, voyons. Et ce serait là le prétendu peuple élu. C'est à cela que l'on jauge à nouveau l'incommensurable bêtise des goïms qui continuent à répéter docilement cette contre-vérité absolue de peuple élu inventée par les Juifs eux-mêmes pour rendre blasphématoire toute critique envers eux. Merci de votre attention. Vous avez compris, l'armée la plus morale du monde. Israël, le peuple élu. Par qui? Vous l'avez expliqué dans votre précédente conférence. Et il faut toujours revenir sur les choses. Ça, je constate souvent dans ma correspondance que je peux avoir avec différentes personnes, des personnes qui me disent « Ah ben je ne savais pas », alors que j'en avais déjà parlé, que les gens avaient déjà lu. Donc, il faut toujours rappeler, marteler. Et pour ce qui est de la moralité, plus vous répétez que vous êtes moral ou moraux, plus ça signifie que c'est l'inverse. Parce que si c'est évident, il n'y a pas besoin de le dire. Vous l'avez dit. C'est évident. C'est évident. Non, mais c'est amusant amusant. Non, c'est pas amusant, c'est sinistre. Il faut rappeler ces choses-là. Israël est un peuple vraiment à part. Heureusement qu'il n'y en a pas un autre du même type. On a déjà suffisamment à faire avec. Il y a une dimension sectaire. Hein? Il y a une dimension sectaire dans toutes les déclarations. C'est vraiment un peuple avec une mentalité absolument unique, je dirais unique. Ce sont des choses qu'il faut dire et répéter, des citations comme ça, ce qu'ils disent eux-mêmes d'eux-mêmes, ce qu'ils disent eux-mêmes des autres qu'ils méprisent, qu'ils ne voient qu'exterminer, etc. Voilà ce que c'est que le peuple juif. Alors, soyons honnêtes quand même, il y a des exceptions. Parmi les juifs eux-mêmes, il y en a qui... Des gens courageux. Non, le contraire. Qui trouvent les agissements du gouvernement israélien absolument ignobles et indignes, mais c'est une minorité, et c'est une minorité silencieuse parce qu'on n'entend pas parler. Je dis, à part si on creuse un petit peu les informations, on voit telle ou telle déclaration d'Israéliens, ou même de responsables israéliens qui ne sont pas d'accord avec les agissements du gouvernement Netanyahou. Donc, il faut toujours, ça c'est une règle que l'on doit avoir, on ne doit jamais culpabiliser un peuple en bloc. C'est une chose qui, même concernant les Juifs,
Pourtant, Dieu sait tout le passif qu'ils ont vis-à-vis de l'humanité, tout simplement. Donc voilà. Question ? Non, une petite remarque sur les vols d'organes. Déjà au Kosovo, les soldats serbes avaient été assassinés pour trafic d'organes. Le trafic d'organes était vers Israël. Tout à fait. Et il y avait le cher Kouchner qui avait certifié qu'il ne se passait rien, que lui aurait été au Tout à fait. courant. Kouchner, soulignons-le, qui lui-même est juif. Qui Il était impliqué au Kosovo, il était administrateur au Kosovo. Qui était administrateur au Kosovo, tout à Oui, fait. il y a des choses intéressantes à son sujet. Il était bien placé pour mettre couvrir. le manteau sur les crimes. Oui, oui. Mais pareil en Ukraine aussi. Hmm. En Ukraine. Attends, quoi ? Pareil en Ukraine. Bah évidemment, pareil en Ukraine, exactement. Ils sont toujours les mêmes. Alors, oui, une remarque, parce que je connais bien le dossier, là, la guerre des 12 jours contre l'Iran, l'attaque israélo-américaine. Alors déjà, ça s'est fait avec tout un cheval de Troie à l'intérieur de l'Iran, des traîtres à l'intérieur de l'Iran qui avaient tout un réseau de drones. Et alors le but, c'était de décapiter le régime iranien. Et si ça avait marché, c'était un coup porté aux intérêts russes et chinois Tout à fait. pour encercler la Chine. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, il y a une sorte d'alliance judéo-occidentale. Et d'ailleurs, Macron était Mais derrière. c'est le Israël. cas. L'ignoble Macron était derrière Netanyahou, avec Trump, tous l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça. Ils étaient derrière. Et donc, comme autrefois, il n'y avait pas le judéo-bolchevisme. Et là, on est dans le judéo-occidentalisme. En fait. Tout à fait, mais oui. Mais Bien Macron est entendu. juif, hein. Hmm. Macron est juif, de par sa grand-mère Mais maternelle. oui. Sa grand-mère maternelle. Tout à fait. C'était facile, oui. Alors, je ne sais plus si Wikipédia le fait encore, mais quand on remontait dans Wikipédia, on voyait sa mère, Ménès, et on voyait sa grand-mère maternelle. Il n'y a vraiment aucun doute. Et Non, c'est non, pour non, ça ouais. qu'il y a eu des photos à une époque de Macron enfant avec sa mère et Attali à la synagogue. Ouais. Donc ça, c'est voilà, et c'est pour ça qu'il a pu être à la banque Rothschild, il a pu être non pas salarié, mais Associé. associé. On dit même que c'est un fils Rothschild. Comment ? Oui, ça c'est possible. Mais de toute façon, il y est par sa mère et sa grand-mère, enfin par sa mère et sa grand-mère maternelle. Attendez, qu'est-ce que vous avez dit ? Je dis qu'il se dit que ce serait un bâtard de chez les Rothschild. C'est pour ça qu'il a eu des postes incroyables dans la banque Rothschild. Tout à fait. Et personne Tout ne à s'est fait. Tout à demandé fait. pourquoi il avait des millions chez Exactement. Rothschild et des Exactement. places Ça incroyables. me semble couler de source. Et juste pour dire que les Juifs seuls ne pèseraient pas autant, parce qu'ils ont des alliés, en fait. Ils ont des alliés. Ben, c'est évident. Mais la C'est corruption, évident, là. C'est la corruption. Tout à fait. Le monde occidental est sous la coupe de la finance juive. et puis ils ont aussi d'autres systèmes alliés. Donc tous les clubs, style CFR, OTAN, ONU, Banque mondiale, tout ça c'est lié à eux. Donc ils ont c'est pas lié à eux, mais ils ont des intérêts dedans d'une manière ou d'une autre via les États-Unis. Et sinon, après, c'est la franc-maçonnerie. Et une autre remarque, c'est qu'aux États-Unis, l'opinion publique devient anti-Israël, l'opinion publique américaine, le peuple américain devient anti-Israël maintenant. Et paradoxalement, en France, l'opinion publique, je ne sais pas, mais la classe politique est complètement israélisée. Ils sont complètement... Tenus. Ils sont tous tenus. Ils sont complètement... Tout à fait. Et c'est la France, c'est l'Europe et notamment l'Allemagne par le biais de la culpabilisation. Comme ça fait. Oui, puis l'Allemagne, il y avait quand même la guerre de 14-18 a été faite en partie par le combat entre les banquiers de la City et les banquiers allemands. Tout à fait. C'était les États-Unis ne sont pas arrivés tout de suite parce qu'ils ne savaient pas lesquels ils devaient aider. Et c'est quand même assez particulier. Le conflit Bagdad-Bayern. Oui, c'est ça. La réserve fédérale a été Alors, constituée. attendez. La réserve fédérale a été constituée en 1913, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
pour financer et Évidemment. faire circuler les flux d'argent. Avec le Titanic qui a coulé, et il y avait des opposants à cette fête. Beaucoup d'opposants qui étaient dedans. Oui. Et je voulais vous poser une question complémentaire. Comment vous voyez le rôle de l'Angleterre, de la City, derrière les États-Unis et tout ça? Parce qu'ils tirent quand même bien les ficelles des uns et des autres. Eh bien, je vois le rôle de la City comme le rôle de leader. C'est la City qui commande Wall Street. Ah bon? Ça, c'est... On croit que ce sont les Américains, non. Ils sont le bras Ce sont armé. les Anglais qui sont derrière. Ça, depuis très longtemps, tous les coups tordus contre les nations continentales européennes viennent de l'Angleterre. L'Angleterre cherche par tous les moyens à empêcher la constitution d'un bloc continental. Ça, c'est leur ligne directrice de leur politique de toujours. Mackinder. Et ça Diviser pour régner, lancer la France contre l'Allemagne, l'Allemagne contre la France, alors que normalement, l'Allemagne a à s'occuper de la Russie et la France a à s'occuper de l'Angleterre. Nuance. Mais ils ont commencé fort avec la Révolution dite française. Oui. Par quoi et par qui a-t-elle été faite? Financée, organisée, c'est théorisé. Théorisée. Oui, pensée, Théorisée. organisée, financée. N'oubliez pas Weishaupt. Oui, tout à fait. N'oubliez pas Et- Weishaupt, un élément fondamental. Oui. Pour revenir sur la stratégie russe, je pense qu'ils ne montrent pas au créneau parce que Israël, avec ses agissements, se discrédite moralement aux yeux du monde entier par rapport à ce qu'ils font. Et donc, c'est aussi un autre aspect du combat qui est moral, qui est immoral. Et donc, en faisant et en les laissant faire ce qu'ils font, ça éclate aux yeux du monde entier. Oui, sans doute. Sans doute, à la limite. Ouais. Mais malgré Oui, tout, en fait, l'attitude de la Russie, il laisse faire les choses, ayant calculé que la réalité va ouvrir les yeux du monde entier. mais je crois quand même qu'il y a eu des avions gros porteurs et aussi des officiels russes qui ont fait quelques voyages avant les événements entre Moscou et Téhéran. Entre Moscou et Téhéran. Il y a eu quand même des choses qui ont été faites, mais comme ce sont des gens discrets d'un côté comme de l'autre, et qu'ils ne s'exhibent pas sur le devant de la scène et qu'ils ne donnent pas des leçons de morale au monde entier, c'est l'efficacité qui compte. évidemment. Actuellement, il commence à y avoir une aide militaire de la Chine et de la Russie vers l'Iran, actuellement. Mais c'est vrai que pendant les guerres de 12 jours, les Russes, ils ont regardé, c'est normal, parce qu'ils ont voulu voir si l'Iran était solide et ne pas miser sur un cheval perdant. En fait. Ils ont observé et ils ont vu que l'Iran est solide. Et donc maintenant, ils sont en train d'armer. Alors, il est évident que les Américains et les Israéliens font un très mauvais calcul parce que les alliances qu'ils ont devant eux les dépassent très largement au point de vue puissance. Je voyais encore dernièrement des informations concernant la puissance de l'Iran. On n'en parle pas, quasiment pas. Sinon, j'aurais pas trouvé. On finit tout de même par trouver quand on cherche. Mais je crois que je l'ai déjà dit, je pense qu'Israël disparaîtra dans un avenir relativement prochain. Je pense que vous n'êtes pas le seul à le penser. Je ne suis pas le seul à le Il y a penser. d'autres analystes totalement indépendants de vos analyses qui aboutissent aux mêmes conclusions en ce moment, parmi lesquels des conseillers américains de la présidence. C'est factuel. C'est factuel, c'est logique. C'est tellement un corps étranger dans cette situation que ce corps étranger ne peut que provoquer un effet de rejet. Et puis, donc, l'autre aspect, c'est que vous ne pouvez pas rejeter le monde entier et espérer être accepté par ce que vous rejetez.
élémentaire, mon cher Watson. Oui, mais depuis 80 ans, Comme on dit. ça Hein leur sert bien d'être. Depuis 80 ans, ça leur sert bien d'être rejeté par tout le monde. À l'ONU, tout le monde vote contre eux. Est-ce que ça les empêche de faire quoi que ce soit? Rien. Parce qu'il y a la finance C'est derrière. honteux. Les États-Unis, Honteux. Mais 80 ans, c'est rien à l'échelle de l'histoire. Oui. pour l'instant, ils avancent. Hein. En Syrie, Jusqu'où? Et comment ça va se retourner ensuite? Liban. Il y a les Turcs aussi dans le secteur. J'espère qu'on le verra. Et les Turcs sont puissants. Oui, alors les Turcs, ils sont super bons, les Turcs. j'ai toujours un sentiment. Ils se sont fait avoir, les Turcs. Double jeu, toujours. Voilà, Double jeu, toujours. Ils se sont fait avoir, les Turcs. vous avez devancé ce que je voulais dire. Je sens toujours un double jeu chez eux. Toujours. C'est leur stratégie. Erdogan est un. Bon, je l'ai déjà traité de faux cul à plusieurs reprises dans des. Non, pas faux cul. J'ai utilisé un autre terme tout de même plus convenable. Mais c'est ça que je voulais dire. Erdogan est un double, triple, quadruple, quintuple visage, changeant constamment. Mais finalement se démasquant, parce que qui peut croire encore en ce que dit, en ce qu'affirme, en ce que proclame Erdogan? Là aussi, j'ai une remarque, c'est que la Turquie a été perdante dans la chute du régime syrien, parce qu'ils pensaient, ils rêvaient de prendre une grande influence en Syrie, et ils ont été chassés par Israël. Israël a chassé les Turcs. Israël a bombardé les régions proches de la frontière turque, en disant non, c'est notre terrain là. Et les Américains, pareil, et même le bombardement du Qatar par Israël, évidemment, Trump était complice, il savait. C'était un avertissement lancé envers la Turquie. Ça veut dire même les pays de l'OTAN, même les pays où il y a des bases américaines, il ne faut pas qu'ils se croient à l'abri. Hein. C'est Israël, l'enfant chéri, et les autres, c'est des petits employés. Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez où en sont les Russes en Syrie? Leur base? Où sont les Russes en Syrie? Oui. C'est pas très clair. Justement, c'est pas très clair. Ils sont partis, oui ou non? Non. Je ne veux pas répondre clairement à votre question. Ils sont toujours là, mais c'est relativement caché, subtil. Est-ce qu'il y a des navires? Les coups d'avance, toujours. Hein. Oui, d'une part. Et j'ai l'impression que c'est aussi le jeu des Syriens qui préfèrent ne pas montrer qu'ils sont proches des Russes, de façon à ne pas avoir des problèmes avec Israël. Donc, Israël, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, et ils savent très bien ce qu'il y a tout de même derrière. Non, c'est une situation complexe, comme toutes les situations au Moyen-Orient. Hein. Ça a toujours été d'une complexité invraisemblable. Un petit complément, il faut se rappeler que Al-Jolani a été reçu. Al-Jolani, l'actuel président syrien, a été reçu et par Moscou et par Washington. Alors, lui, il joue comme les Turcs sur les deux tableaux, mais quel est celui qui va l'attraper à son propre jeu au final? Et donc, il y a des choses très subtiles avec un jeu à trois, les Turcs, les Russes et les Chinois, qui sont toujours beaucoup plus discrets que tous les autres, mais qui ne sont pas en dehors de la partie. Oh que non, les Chinois. Alors, justement, c'est très amusant de voir le jeu à la fois des puissances du Moyen-Orient, qui sont aussi très côteleuses, etc., et les Chinois, tout aussi côteleuses. Donc, c'est un jeu de qui trompe qui. Oui, parce qu'il y a aussi le problème chinois. Avec les Américains, il y a le problème chinois. Oui, il y a ça aussi. Oui. Le camp de réfugiés américain. Parce que les États-Unis, pour moi, c'est un camp de réfugiés. Oui. Donc là aussi, je ne sais pas comment ça va évoluer avec Taïwan qui veut être protégé par les Américains. Ah bah, là, ils sont coincés. Et au point de vue armement, ils sont coincés parce que les Chinois n'ont pas du tout l'intention d'y renoncer. Et ils sont patients. Et ils sont patients, comme vous dites très justement. Et ils sont patients, toute la patience orientale. Tout à fait. Avec de beaux sourires.
Ah non, mais je trouve réjouissant d'étudier cette politique internationale et la politique en général. C'est plein d'enseignements. On peut certes en ressentir une énorme amertume devant toutes ces saloperies au nom de la morale et des trucs comme ça, des prétextes de ce genre-là. C'est toute l'âme humaine, tout le comportement humain qui est mis à nu. C'est... Heure de vérité. Ouais, minute de vérité. Ouais. Madame? La dernière fois, vous aviez parlé des révélations de Joé Malgadi. La dernière fois, j'avais parlé de... La dernière fois, vous aviez parlé des révélations de Joé Malgadi, un franc-maçon hautement très élevé en Italie. Je prononce ça, Magaldi, voilà. Et ces révélations, ça donne que au niveau de chaque gouvernement, tous les présidents sont dans des hautes sphères de maçonnerie internationale. Ah oui. Et même dans plusieurs. Vous parlez des chefs d'État italiens. Des chefs d'État. Alors, je ne sais pas si tous le sont, mais en tout cas, beaucoup le sont. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Oui, non, de toute façon, sinon, ils ne seraient pas arrivés au pouvoir. Oui, donc ça C'est dépasse le problème. le raisonnement humain. C'est évident. ça. C'est évident. Mais ceci dit, tout de même, je constate que les mentalités sur le plan international évoluent, notamment sur Israël. De plus en plus de gens commencent à se rendre compte des crimes innommables que commet Israël. Si on est saint d'esprit, on ne peut qu'être horrifié. Je dis que si on est saint d'esprit, on peut être horrifié, révolté, et je ne vois pas comment on peut nourrir de la sympathie pour les gens qui font ça. Oui, mais c'est pour ça que, autant que possible, on nous masque les faits. Et c'est pour ça que j'ai tenu dans cette conférence à rappeler tout de même un certain nombre de faits, de ces hauts faits de l'armée israélienne, l'armée la plus morale du monde. Ça, j'avoue que quand je vois cette déclaration, je bondis. Ah non, mais ça, la chose pas juive, ils osent tout. Oui. Retenez bien le mot chutzpah, le culot juif. Je le connais bien. Le culot juif, pas de limite. Et Kirk, là justement, Kirk, on dit qu'il aurait été assassiné. Comment? Kirk. Oui, Kirk. Ouais, ah oui, Voilà, Kirk. voilà, c'est un exemple Tout à fait. de l'action qui se passe Tout en à ce fait. moment. Hein. Oui, tout à fait. Quand il y a quelqu'un qui est trop connu médiatiquement et qui commence à poser problème, bon, un petit coup d'épaule. J'ai entendu dire qu'il était pressenti pour être un futur vice-président et qu'on l'aurait éliminé C'est pas exclu. pour cette raison. Ah bah, parce bah, qu'il- c'est il évident. était jeune, D'autant plus. brillant, courageux. Qui ça Kirk. Charlie Kirk. Celui qui a été assassiné aux États-Unis. Et donc, c'est une hypothèse qui n'est pas invraisemblable. Ah non, non, certainement pas. On anticipe. Certainement pas. On anticipe, on coupe l'herbe. Certainement pas. Et en plus, il Et était après, on serait- anti-israélien. Il venait anti-israélien. Ah, c'est à cause de ça, Oui. d'ailleurs. On dirait que- On est réaliste. Il paraît que Macron est mouillé dans d'après les déclarations de Candace Owen. Ah oui, c'est Pour possible. la formation. Candice Owen. Pour la formation. Vous savez qu'il y a des menaces de mort contre elle. Elle était très proche de Xavier Boussard, Kirk. aussi. Les Juifs. Et les dernières déclarations qu'elle a faites, c'est assez la lettre publiée là, où elle condamne carrément. Il n'y a rien à l'État français, rajouter. hein. Il n'y a rien à rajouter. J'aurais pu faire la même déclaration. C'est parfait. Non, Candice Owen était une femme remarquable. Pour revenir à la question qui a été posée sur la franc-maçonnerie et les dirigeants d'État, Ah oui, chez oui. nous en France, Macron est réputé être franc-maçon du 33e degré. Alors, je n'ai pas de preuve absolue là-dessus. Je n'ai J'ai cette pas- info par des sources étrangères, Oui. pas françaises. Oui, je sais. Oui, tout à fait. Mais bon, on n'a pas de preuves matérielles. Mais, vu son comportement, vu ses agissements, c'est plus que logique. Il faut se souvenir de la vidéo de son investiture en 2017 Oui, à la pyramide du Oui, Louvre. parmi du Louvre. oui.
C'était Oui. riche de symboles. Oui, oui, oui. Donc s'il n'y a pas de preuves, il y a des indices. Ah oui, il y a des preuves indirectes, tout à fait. Ça, ah non, mais Et puis Macron, la façon dont il agit. plus que certainement franc-maçon et juif, ce qui va ensemble. Et aussi, il faut noter que tous les grands médias, que ce soit BFM, CNews ou France Télévisions, tous sont sur la ligne du Quai d'Orsay, hein, forcément d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est le milliardaire Bolloré qui décide. En fait, ils sont quand même sous contrôle de l'État, c'est la ligne du Quai d'Orsay, tout ça. Et d'ailleurs, Bolloré, c'est un proche de Sarkozy. Et il est passionné par le monde juif, Bolloré aussi. Par sa, Quelles sont les origines exactes de Bolloré? Il a grand-mère de Bolloré. Quelles sont les origines exactes de Bolloré, justement? À moitié breton. Goldschmidt. À moitié breton. Oui, et l'autre Oui. moitié. Oui, Autrement dit, un breton à tête ronde. Qui est son poulain politique? Ouais. Ouais. Marane. Bon, Les autres. autre question? Oui, madame? Moi, je me souviens d'une déclaration, c'était au tout début de la guerre d'Ukraine, sur un écran de journal. C'était Nathan de Rothschild aux États-Unis, en Angleterre, qui avait fait une déclaration comme quoi il fallait absolument que le gouvernement anglais fasse le maximum pour libérer l'Ukraine. Sinon, il n'arriverait jamais, il serait en échec pour mettre leur nouvel ordre mondial en place. Et je pense que c'est vraiment ça, les buts, enfin, quel que soit, cet acharnement à vouloir sauver l'Ukraine, avec tout ce qu'on sait à l'intérieur. Qui gouverne l'Ukraine? Oui, il a eu un coup d'État et il Zelensky. s'est infiltré. Oui. Qui est Zelensky? Oui, tout à fait. Un joueur de piano. Piano à queue. Vous trouvez toujours la même origine? Mais les plans Oui, sont toujours. vraiment établis Le cadre depuis très coupé. très longtemps. Petite remarque. À l'origine, avant la guerre d'Ukraine, il y avait 54 millions d'habitants en Ukraine. Depuis qu'on veut la sauver, il y en a plus de peut-être qu'une trentaine ou 35 ou 40 partout. Et peut-être même pas. Plus le million de morts. On veut tellement la sauver que finalement elle finit par disparaître. Là, il est question de faire un grand Israël en Oui, Ukraine. oui, oui. Il y a des attaches historiques. Ah, mais ça, c'est certain. Voilà, c'est Vous faites décrit. très bien de le souligner. Exactement, c'est Mais leur but. c'est extrêmement décrit, même par Tout les à fait. historiens russes. Hein, ils le savent, Tout hein. à fait. C'est ce qu'avait dit Zelensky dans un de ses premiers discours après son investiture. Je ferai Le Grand Israël. le Grand Israël. Oui, tout à fait. Non, non, il n'y a absolument rien de nouveau là-dessus. C'est tout à fait documenté. Vous vous souvenez de vos propos sur les Khazars dans des conférences antérieures et où ils étaient localisés il y a 1000 ans. Les Khazars. C'est une fameuse arnaque, cette histoire-là. Oui. Les Khazars. Et en fait, c'est une vieille guerre qui reprend et qui Oui, va alors peut-être connaître son justement, épisode. justement, il est bon de reprendre un petit peu cette histoire de Khazars. Eh bien, je vais vous laisser le faire, puisque vous avez l'air au courant. Je vous donne la parole. Je vous ai écouté et j'ai d'autres sources étrangères. une Mais fois de justement, plus. c'est pour ça. Si Et vous avez donc, d'autres sources, ça l'Ukraine m'intéresse. était la Khazarie il y a 1000 ans, Oui. 200 ans, je n'ai pas les dates exactes. Et les Russes ont combattu les Khazars et ils ont vidé l'Ukraine de ces Khazars qui sont partis aux quatre coins du monde et qui se sont installés en particulier dans les pays européens, en France, en Angleterre et ailleurs. Et la branche sioniste est peut-être née de là, principalement. Donc il y a les juifs séfarades et ashkénazes, et entre eux il y a une dualité. Les juifs séfarades sont originaires du Proche-Orient, les juifs bibliques, et les ashkénazes sont plutôt ces fameux Khazars qui ont été chassés par les Russes. Et donc c'est une vieille rancune de 1000 ans. Alors, cette histoire de Khazars est assez complexe et je veux que je n'arrive pas à me faire une idée précise. Je ne pense pas que les Khazars aient été au départ une branche d'une tribu juive. Je ne pense pas. Je pense qu'ils ont été judaïsés. Mais ce qui me surprend quand même, c'est qu'ils soient devenus à la limite plus juifs que juifs.
Il y a une exagération là que je comprends pas. Dans ces histoires orientales, vous savez, il y a tellement de choses qui remontent très 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 loin dans l'histoire, dont on a perdu la mémoire, qui peuvent expliquer justement ce genre d'évolution. Il y a une dimension eschatologique que vous aviez citée une fois Ouais. dans une de vos conférences, Ouais. le diable. En tout cas, merci, vous avez bonne mémoire. C'est difficile à concevoir dans un monde rationnel, et dans un monde eschatologique, dans un combat spirituel. Un monde rationnel, oui. Enfin, je ne vais pas lancer le débat sur ce sujet-là, mais il faut pas perdre de vue cet aspect des choses. En tout cas, merci de votre bonne mémoire et de me citer aussi précisément. J'ai une remarque sur les Khazars. Alors moi, d'après les informations que j'ai, c'est que les Khazars, seules les élites Khazars se sont convertis au judaïsme et se sont mélangés avec les juifs de la diaspora. Pas le peuple Khazar. Alors le peuple Khazar a été dissous. Ils étaient athées, en fait, ils n'avaient pas de religion. Mais les élites se sont converties au judaïsme. Oui. Donc c'est pas les Astéens, ils étaient à mon parti mongol, de race jaune, alors que les Askénazes, quand même, ont très peu de sang mongoloïde. Il s'agit d'un remplacement, tout simplement. Il y a eu des conversions, même les séfarades, certains sont des berbères judaïsés. J'ai eu des conversions. C'est compliqué, c'est hétéroclite. Je crois que c'est le terme. C'est le terme, hétéroclite. Et on est confronté à ça. Mais bon, il y a des choses intéressantes dans notre contexte actuel, pour douloureuses qu'elles soient. Et ça va être intéressant de voir l'épilogue. Ouais. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des partis, des gens sur Internet qui se disent de droite et qui rallient l'atlantisme, en fait, et qui pensent que le salut passe par l'alliance avec les États-Unis et le monde juif. Attendez, je n'ai pas compris le début. Les gens de droite qui pensent que le salut de la France, par exemple, passe par une alliance avec les atlantistes, les États-Unis et le monde juif. Comment l'expliquer? Ce sont des abrutis, ou des traîtres, ou des abrutis. Voilà. Non mais j'en connais, hein. Ce sont des abrutis, c'est ça. Je te connais pas. Non, j'en connais, ils sont bêtes, ils ne comprennent pas. Je voudrais juste Aujourd'hui, Beaucoup ne réfléchissent pas. Aujourd'hui, le Rassemblement national, je l'appelle le Rassemblement sioniste. Lequel J'appelle le Rassemblement national le Ah oui, Rassemblement oui, mais sioniste. moi je parle pas de ça, je parle de gens de droite, et vraiment, ils ont trouvé Zemmour bien, ils ont soutenu Zemmour, mais ils Tout ne à fait. comprennent pas Ils ne certaines comprennent choses. pas. Hein, Voilà. il suffit, je ne sais plus qui l'a dit, peut-être vous d'ailleurs, qui a dit il suffit de dire que le maréchal Pétain était bien. Exactement, c'est moi, Et je revendique. c'est vous qui l'avez dit, et du coup, après ils viennent. Exactement, tout le monde applaudit. Et c'est ce que Zemmour a fait, mais il n'y a pas que Zemmour, il y en a d'autres. Et donc, ils ne comprennent pas. J'ai d'ailleurs dit que faire l'éloge du maréchal Pétain, c'était le mot de passe pour vis-à-vis des goïms. Oui. Je voulais juste faire une remarque complémentaire à la question, enfin la remarque qui vient d'être formulée, c'est comment on peut espérer sauver ses intérêts et soi-même en remettant son destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Il faut transpirer, il faut se battre pour exister. Si on compte sur les autres, on a perdu d'avance. Vous connaissez l'expression, je crois d'ailleurs que c'est moi qui l'ai créée, que la bêtise humaine est la suprême... Incommensurable. Non, c'est la bêtise humaine qui donne le mieux la notion de l'infini. C'est l'unité de mesure de la bêtise humaine. Il y a même Tout est là. Il y a même des pro-israéliens dans la dissidence, par exemple, je pense à l'écrivain Lucien Cerise. Ah oui. Je sais pas si Alors, vous Lucien Cerise. Cerise. connaissez. Qui a bien commencé. Qui a bien Cerise. commencé. Nom de fruits, nom de fleurs, Nom de capital. nom de pays, etc. C'est assez typique. Carrément. Oui, carrément. Oui. C'est à ça qu'on les reconnaît. Il y a- Oui, Ah c'est genre. ça. Plus récemment, il y a eu Rochdy aussi. Quoi? Plus récemment, il y a eu Rochdy aussi. Julien Rochdy. Rochdy. Ah oui, Julien Rochdy. Julien Rochdy aussi, il fait Non. pour l'Alliance.
Il a dit très récemment que les catholiques, les chrétiens, se rapprochaient de l'avantage et davantage en fait par rapport aux juifs, enfin, à la communauté juive. Il vient de le dire, hein, là, en fait. Ça ne peut pas être chrétien. C'est antinomique. Il vient de le dire sur I24. Ça peut pas, si on est chrétien, on ne peut pas aller dans la fusion. Vous enlevez le H. Oui, tout à fait. Pour cela. Mais ça rejoint ce que je disais précédemment. Un peu Soit il y a facile des comme abrutis, plaisanterie, vous m'excuserez. soit il y a des abrutis qui ne comprennent pas, soit il y a des traîtres. Tout à fait. Ceux qui comprennent et qui vont dans le mouvement, parce qu'ils ont des choses à attendre, un poste, des royalties, enfin bon, tout un tas de choses, soit... Eh ben, il faut les nommer, et sur Internet, on les nomme les droits tardés. Les attardés. Les droits tardés. Les droits tardés. Mais est-ce que c'est pas le profil type du goïm? La naïveté et l'autre, la bêtise. Je pense qu'il y a un degré Ah oui, de tout à mensonge fait. énorme Tout à vis-à-vis de fait. la France. Pardon? Il y a un degré de mensonge et de fausseté énorme. De vis-à-vis fausseté, la France, de dans tout ce fausseté, qui oui, nous tout à est, fait. appris depuis. Alors, il y a une chose que je constate tout de même, c'est que l'honnête homme, quand je dis honnête homme, honnête femme, etc., l'être humain honnête a la difficulté à percevoir la malhonnêteté chez l'autre, parce qu'il est honnête. C'est tout bête, mais c'est malheureusement comme ça. C'est dans la vie courante un problème basique, c'est de commettre l'erreur de croire que l'autre est comme soi-même. Mais bien entendu. L'autre peut être Exactement. différent et à l'opposé de soi-même. Tout à fait. Donc il faut savoir qui est l'autre, c'est-à-dire quand on entre en contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, sonder l'autre pour savoir qui il est. Tout à fait. Et il n'y a pas de raison qu'il soit une copie de moi-même. Oui. Il n'y a pas de raison, on est différents. Et là, il faut faire le tri entre Non, mais ça, avec qui vous pouvez faire quelque chose. C'est l'éternelle et sur qui il faut surtout faiblesse pas s'appuyer. des gens honnêtes face aux crapules. Mais il faut savoir qu'il y en a autour de nous. Ne pas être Autour de naïf. nous. Alors, Parmi nous. et puis après, la désinformation, notamment sur la Bible, les choses comme ça, qu'on nous assène. Alors, il y a un phénomène qui est malheureusement très important, notamment aux États-Unis, et qui déteint sur nous. C'est ce que l'on peut appeler le biblisme. Ah oui. C'est-à-dire que en fait, la Bible, c'est la vérité. C'est pas l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile, c'est la Bible. Or, c'est totalement différent. Et c'est au travers de cette mentalité de biblisme que de bons chrétiens marchent dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on appelle un bon chrétien? Un abruti. Donc la Bible, la Bible c'est intouchable, ah oui, donc les Juifs sont intouchables. Alors, si on est chrétien, c'est le Nouveau Testament qui est la référence. C'est pas Bien la sûr, Bible. bien sûr. Tout à fait. Uniquement. C'est pour ça que je dis. C'est pas la Bible. Uniquement. Moi je regarde beaucoup Et si je de me façon réfère à la très Bible, j'ai un problème primaire. avec mon christianisme. De façon très primaire, je dirais que s'il y a un Nouveau Testament, c'est qu'il n'y a plus d'Ancien Testament. Il annule et Il remplace. y a des raisons qui l'ont rendu périmé. Mais on est d'accord avec Il est caduque. On est d'accord avec les 5 livres de la Bible. 5 Hein premiers livres. On est d'accord avec les 5 premiers livres. Non, En final, si. Les 5. C'est des contes des Non, c'est quand on se met à creuser un sujet, vraiment c'est amusant. Un exercice intellectuel intéressant. Bah oui. Par rapport à la question sur comment les gens sont dupés, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être qui est Joseph Cohen, qui est un juif d'origine marocaine et qui dénonce sur Internet précisément le sionisme. Il y a des juifs qui sont anti-sionistes, ça existe. Et donc il parle de sayanim et de sayanisme. Donc c'est des agents qui Oui, travaillent tout à fait. pour le sionisme et qui infiltrent les différents États. Tout à Et fait. bon, il y en aurait en France de l'ordre de 4000. C'est une belle Je ne armée. sais pas combien il y en a, mais en tout cas, c'est une chose qui est absolument C'est une certaine. belle armée. Ce sont ce qu'on appelle des agents d'influence. Voilà. Tous les États le pratiquent
Ça fait partie des opérations d'influence diverses et variées, secrètes ou pas. Et c'est là qu'il est important d'être lucide et faire des discernements chaque fois qu'on entend quelque chose. Disséquer, comme vous aimez bien le dire, disséquer ce qu'on nous raconte. Sinon, on devient le pigeon de service. Mais là, il faut, chaque fois que vous avez l'occasion, essayer de déniaiser les gens au sujet de Zemmour. Il y a Comme je veux comprendre. Il y a Zemmour, J'essaye. il y a Zemmour, il y a Berkoff. Ah, il y a Berkoff, bien entendu. Bon Berkoff, Il y en a un qui monte, c'est Idriss le Aberkan. patelin Berkoff. Il est malin. Idriss Aberkan aussi. Idriss Aberkan aussi, oui. Tout à fait. Oui, Les gens qui non, font non, le pont, mais- il y en a qui font le pont, en fait. Vous oubliez tous Sarah. Oui, Sarah, oui. Ah bah oui. Nafo. Nafo, Sarah Knafo. Ah oui, l'ami de. Mais il y en a d'autres. On peut dire Marion Maréchal aussi. sur certains l'ami de côtés. Zemmour. Mais ils exécutent bien leur mission. Son père, c'était un agent du Mossad, Marion Maréchal. Oui, oui, tout Ah à fait. oui, tout à fait. On est Et cerné. les fidèles, Je crois que je suis le seul à avoir soulevé le lapin. Malheureusement, je n'ai pas été très suivi. Oh, Alors, il y a un petit détail, un petit signe. Un détail Non, pas Pardon. pour ça, pas pour ça. Je voulais dire un petit détail par rapport au débat qu'on a sur l'illusion dans laquelle on nous met. C'est que dès qu'on met quelque chose sur le devant de la scène, en général, quand quelqu'un dit la vérité ou des choses pertinentes qui seraient de l'ordre de l'intérêt national ou de notre intérêt à nous, il est automatiquement soit écarté, soit attaqué, soit censuré. Par contre, ce qu'on promeut médiatiquement, Ah, compte ben tenu de- évidemment, évidemment. quand on promeut quelqu'un, posez-vous tout de suite la question. Ben Pourquoi les médias évidemment. officiels le promeuvent? Il y a quelque chose de Si plus quel- derrière. Exactement, je suis Ah oui, entièrement tout à fait. d'accord. Ah bah, Je dirais même, c'est élémentaire, mon cher Watson. À partir du moment où vous voyez les médias faire la promotion de quelqu'un, drink. il suffisait, c'était une époque, c'était facile, il suffisait juste de voir la tête d'Anne Sinclair, pour ceux qu'on connaît. Anne Si elle était, Sinclair. voilà, hein, qui mettait des lentilles bleues, parce que les lentilles, les yeux bleus, ça inspirait plus confiance. Elle n'a pas refait son nez aussi? Comment? Elle n'a pas refait son nez aussi? Je sais pas, je sais pas. Il y a un auteur américain qui était Edgar Allan Poe qui avait une formule pour résumer les choses. C'est ne croyez jamais rien de ce qu'on vous raconte et à peine la moitié de ce qu'on vous montre. Oui, exactement. Tout à fait. Et c'était au 19e siècle. Hein. C'est éternel. C'est C'est éternel. espion. Je On dirais, a de multiples talents. Oui, oui, je dirais, c'était- non seulement c'est éternel, mais ça s'est aggravé. comme John le Carré, Tout ça est très comme, beau, mais j'aimerais vous le demander père des de choses Attendez, intéressantes. Qu'est-ce que vous pensez- Attends, j'entends rien du tout. Oui, pardon. Taisez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de Mélanie? Dites-nous quelque chose. Hein? Bonne question. Est-ce que la juiverie est derrière elle? Bonne question. Bon, à première vue, tout de même, compte tenu de la politique italienne, j'ai tout de même une certaine sympathie pour elle. Oui. Alors, prudence de sa part, ou bien est-elle tenue, mais il y a des choses qu'elle ne touche pas. Mais incontestablement, dans la sphère politique italienne, pour les Italiens, c'est tout de même un bienfait. Je serais heureux d'avoir une Mélanie française. Les Et Italiens ce ne sont sera pas ni Marion Maréchal, ni l'autre. je connais un petit peu les Italiens, ils sont beaucoup moins naïfs que nous les Français. Mais c'est évident. Ils sont beaucoup plus Retors. retors et ils décortiquent beaucoup plus finement les choses que nous autres qui avons tendance à prendre des vessies pour des lanternes. Il n'y a pas de CRIF là-bas, je crois, en Italie. Il n'y a pas d'équivalent du CRIF qu'il y a en France, en Italie. Hein. Parce que en France, comme aux États-Unis, vraiment, le lobby est très puissant. Alors que dans les autres pays européens, un peu. Par rapport à Qui fait Mélanie, en même temps que Macron. à ce niveau-là, vous êtes obligé de louvoyer. Vous ne pouvez pas agir franco. Donc il faut jouer sur plusieurs tableaux Ah, mais c'est et évident. cacher les véritables Ah, intentions. c'est évident. Bon, elle est d'ailleurs accusée d'être une fasciste camouflée. Dès que vous faites des bonnes choses pour votre pays, vous êtes des Évidemment. fascistes.
C'est évident. Non, mais de prime abord, j'ai beaucoup de sympathie pour Mélanie. Je me rends parfaitement compte qu'elle ne peut pas dire tout ce qu'elle pense. Elle fait ce qu'elle peut. C'est intéressant parce qu'elle a été la seule dirigeante, chef de gouvernement d'État, avec le président ou premier ministre argentin, à être reçu à la Maison-Blanche quand il y a eu l'investiture par Trump. Oui. C'est... Ben, oui et non, parce que, bon, disons que c'est un geste diplomatique. Ça n'a pas un sens particulier. Qu'il ait accueilli des responsables d'État européens, je ne sais pas si on peut donner un sens à ça. Et ça peut être simplement pour essayer de l'attirer dans son giron. Ça ne veut pas dire qu'elle était déjà éventuellement passée de l'autre côté. Il ne faut pas voir non plus voir des ennemis partout. Je ne sais pas. Erdogan. De toute façon, moi, ma ligne est très simple. Je juge les gens à leurs actes. C'est ça. Donc, Les actes sont toujours plus probants. laissons-la faire, voyons et analysons, c'est tout. Pour en revenir à l'Italie, à l'italien de base par rapport au français de base, l'italien, il n'a pas eu un De Gaulle. Et ils n'ont pas eu l'épuration. Ils n'ont pas eu l'épuration. Bah, De Gaulle est dans l'épuration, hein, puisqu'il a donné l'amnistie d'office aux criminels. Non, ça justement... Pour accéder au pouvoir, il fallait faire le ménage. Il faudra qu'un de ces jours, je refasse une conférence sur De Gaulle, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de sa politique criminelle contre la France. On peut quand même se poser... De Gaulle est un traître. Oui. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gaullistes, et je suis prêt à argumenter avec, et je rappellerai d'ailleurs le livre qui est là, De Gaulle, de la légende à la réalité. Vous avez tout. Et si après vous êtes encore gaulliste, je regrette beaucoup, il y a des instituts pour ça. N'empêche que c'était la seule période où la France s'est un peu détachée des USA et d'Israël. Quand De Gaulle, non? C'est De Gaulle, parce que avant Oui. De Gaulle, Alors, les années 50, la France et les socialistes avaient aidé Israël à avoir la bombe atomique. Dans les années 50, la France avait aidé Israël à avoir la bombe atomique. C'était Guy Mollet, c'était les Auriol, je crois, c'était le président. Non, Guy Mollet. Guy Mollet. Et voilà, donc la période où la France était... Non, mais le problème avec De Gaulle, c'est que c'est un homme de rancune. Il a accepté de se mettre sous la coupe des Anglo-Américains pour parvenir au pouvoir. Mais il a été humilié, il a été pris comme un valet, ce qu'il était. Un valet des États-Unis et de l'Angleterre. Et ça, il ne l'a jamais digéré. Ce qui ne fait pas pour autant que sa politique était bonne. C'est une rancœur personnelle, c'est tout. C'est pas un heurt de conviction politique, c'est une rancœur d'humilié. C'est tout. Non, mais le personnage de Gaulle est d'une complexité, vous ne pouvez pas savoir. J'ai essayé de le décrire dans mon livre, mais c'est pas évident. Il y a des aspects, on peut dire, ah tiens, c'est pas mal ça. Puis à côté de ça... Disons, on peut résumer aussi sous certains côtés. De Gaulle, il s'occupait de sa grandeur. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Quand la grandeur de la France allait dans le sens de la grandeur de Gaulle, c'était très bien pour nous, Français. Mais quand c'était à l'opposé, beaucoup moins évident. D'où la bombe atomique. Voilà. Et puis ensuite, De Gaulle, il avait quand même Pasqua comme collaborateur. Et Pasqua, c'est un type qui, devant les caméras, était anticommuniste. Et devant les caméras, n'a pas hésité à dire « Je vais terroriser les terroristes ». Parce qu'en Corse, il y avait des terroristes. Et puis, il allait les voir, les terroristes, avec la valise de billets. « Et Santini, tu me fous la tête pendant 6 mois parce que j'ai le journaliste qui m'emmerde. » C'était ça, Pasqua. Il les a terrorisés. Alors, Pasqua, c'était et quand on regarde le découpage électoral mis en place par Pasqua,
Dans le 94 est devenu un département communiste, alors qu'il n'y avait pas de raison. Il Et était le pas- 92, il y avait 7 députés communistes. Alors que moi, si moi, débile, j'avais fait le découpage, les communistes auraient eu 5 députés. Et le 94 n'aurait jamais été communiste. Philippe de Villiers, dans un de ses livres, cite Pasqua, qui lui avait rendu visite une fois quand il était au gouvernement. Et Pasqua s'exclamait dans l'échange qu'ils avaient eu, en citant Mitterrand, « Il est plus mafieux que nous. Il est quoi? Plus mafieux que nous. Ah, oui. Pas mal. » C'est dans le livre de Ah oui, Philippe de oui, Villiers. oui. Ah, Donc Philippe c'est de intéressant comme citation et Philippe de révélation. Villiers. Philippe de Villiers, encore une belle escroquerie. Oui, je pense. J'ai lu son bouquin. Et pour en revenir à De Gaulle, qui était le début du propos, eh bien, il s'entourait, pareil, de gens comme ça, mais lui-même, devant la caméra, il affirmait des choses, et par derrière, c'était pas forcément pareil. Et puis, il ne faut pas oublier les crimes qu'il porte au moment de l'épuration. Quand même. Oui, puis la rue d'Isly, Quand même. l'Algérie, le massacre d'Oran, avec le colonel Katz, Tout qui est à resté fait. l'arme au pied. Et en Tout plus, à il n'a fait. jamais récupéré Alors, les... Katz était de quelle origine? Ah bah oui, d'accord. Mais indépendamment de ça, après, il n'a jamais récupéré, parce qu'il y a eu des femmes et des filles qui ont été enlevées à Oran. Pourquoi on Oui, les a jamais oui, récupérées? oui, oui. Lui qui était si fort, si costaud, qui avait peur de rien, eh bien il aurait pu demander, exiger à l'Algérie, récupérer les femmes et les filles qui étaient dans les bordels algériens. Jamais rien. On va pas déplaire. Alors, le problème en France, Et c'est puis, que... il ne faut pas, je m'excuse, Allez-y. à propos de Katz, il ne faut pas oublier son rôle dans le renvoi des harkis et des familles de harkis en Algérie, Se faire massacrer. c'est-à-dire dans les bras du FLN. Se faire massacrer. Oui. Ce que je veux dire, c'est que notre naïveté en France nous fait rêver toujours du personnage mythique qui va tout sauver tout seul. Ça marche pas, ça. Il faut qu'on retrousse les manches. L'homme providentiel. Et donc, on se fait leurrer systématiquement en croyant qu'il va être le bon Dieu sur terre. Non, c'est qu'un bonhomme. Et De Gaulle n'est qu'un bonhomme parmi d'autres avec toute sa clique de... On a eu Napoléon quand Et même. je trouve que Et- le terme et on- de bonhomme est mal choisi. Donc, il faut se méfier de ce genre d'illusion et il faut toujours... D'individu. L'arnaque du nouveau franc. La quoi? L'arnaque du nouveau franc. Le franc Pinet. Qui avait, à l'époque, qui a mis fin, en fait, aux 30 Glorieuses. En fait, par procuration. Ils ont changé, en fait, la devise française. On est passé de l'ancien franc au nouveau franc. Et ça, en fait, si vous voulez, ça a coulé un peu quelque part la France sur plusieurs années. Et ça a mis fin, en fait, aux années très performantes où la France était très dynamique après-guerre. Et c'est le nouveau franc qui a mis fin, en fait, à cette dynamique. Hein. Et merci De Gaulle, encore une fois. Hein. Oui, tout à fait. que nous avons réédité avec l'euro. Ah oui. Quels sont vos... Enfin, vous avez fait une remarque à propos de Philippe de Villiers. Quels sont vos... Mes réserves. Voilà. Parce que là, il est en train, peut-être, éventuellement... Ben, je dirais déjà pour commencer qu'il est sioniste. Déjà. C'est pas mal. C'est déjà tout un programme. C'est pour ça qu'il a accès aux médias. Ben voyons. Avec le breton, Bolloré. Et lui étant Non, alors Philippe de vendéen. Villiers, je n'ai aucune confiance, aucune sympathie pour lui. C'est un faux catholique, c'est un faux homme de droite. Que je vous dise le plus. Non. Et son alliance avec Pasqua, c'était... Mais Pasqua lui-même. Rappelez-vous, que veut dire Pasqua? Pâques en français. Oui. Laquelle? Que dit-on d'un nom trop catholique pour être chrétien? Élémentaire. En tout cas, ces actes. Élémentaire. D'ailleurs, si je ne me trompe, Pasqua avait de très bons rapports avec Israël. Oui, probablement, oui. Je ne l'ai jamais entendu tenir des propos antisionistes. Pasqua.
Non, mais des noms comme ça, moi qui ai vécu au Portugal, on a un exemple absolument connu. C'est le grand banquier Espírito Santo, Monsieur Esprit Saint. Plus catholique que ça, tu meurs. Il était juif. Moi, ça me met la puce à l'oreille. Il y a deux chefs d'État là qui sont très zélés dans le soutien à Israël, hein, qui sont très plus juifs que les juifs et qui ne sont pas juifs. Alors il y a Orban qui a Oui. Netanyahou, même alors qu'il était poursuivi par la Cour pénale internationale. Hein. Et il y a l'Argentin aussi. Oui. Hein, Milei. Ceux-là, c'est des... Oui, tout à fait. Alors, je dirais que si on creuse un petit peu sur leurs origines, on trouvera pourquoi. Orban, il me semble qu'il est juif. Ah bon? Et Milei aussi. Il y a une sorte de fils d'Attila, Orban. Mais écoutez, je vous laisse, vous travaillez aussi quand même, je vous laisse la recherche, de faire cette recherche pour la prochaine conférence. On en reparle. J'ai cherché pour Lucien Cerise, c'est pas évident, j'ai trouvé. Cerise. Excusez-moi, je reviens parce que moi je suis très naïf. Enfin, quand je suis très naïf, je fais partie de ces Français qui se font bananer depuis très longtemps. Et j'en reviens par rapport à De Villiers. Ça m'embête un peu parce que je ne verrais, avec ma petite analyse, que lui, en tant que fédérateur, ceux qui se réclament patriotes, de ceux, je ne dis pas qui sont patriotes, qu'ils se réclament de patriotes, en tant que patriotes. Tous les patriotes, que ce soit les gens de Philippot, Asselineau, machin, Via, enfin des gens comme ça, qui n'arrivent pas à s'entendre. Parce qu'il y a des égos dans chaque parti, enfin dans les têtes, parce que c'est toujours à la tête où il y a des problèmes. Et que lui, en tant que, si tout d'un coup il se disait, tiens, je veux bien aller au présidentiel, il serait quand même, je pense, fédérateur et calmerait le jeu de toutes ces velléités d'ego de tous ces petits partis. Est-ce que ça ne serait pas une bonne action pour des gens qui pensent, parce que je pense qu'ici, nous sommes tous, en gros, on pense à peu près la même chose. On a la France chevillée au corps, on l'a dans nos tripes, on l'a dans nos veines, on l'aime, on l'adore, et on veut la protéger, on veut la défendre. Donc, le fait d'avoir une figure qui peut-être même n'est pas parfaite, surtout pas, peut-être, mais fédératrice au moins pour le départ, parce qu'après, ça sera la foire d'empoigne comme à chaque fois pour les postes et tout ça, mais au moins qu'une partie de ces nationalistes puisse commencer à vraiment exister et qu'on puisse reprendre la main réellement, enfin, beaucoup plus réellement qu'en ce moment. Je suis naïf. Voilà. Quels sont les médias qui font sa promotion? Pour l'instant, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas pour l'instant, puisque on n'a pas un pourcentage important par rapport à une grande élection. Si demain, il y avait cette réunion et qu'on arrivait à dépasser, on arrive aux alentours de 10%, on n'est pas 1%. Si on était 10%, là, on ne pourrait pas ne pas parler de nous. Et ça déclencherait certainement le fait, boule de neige, pourrait peut-être entraîner avec nous beaucoup de Français qui, eux, n'ont pas les infos, ne cherchent pas, ne grattent pas, mais disent « Ah bah au moins, il y a des gens qui voudraient... ça me paraît pas mal. » Bon, voilà. Alors, je m'arrête. Parce que... mais le problème, c'est le personnage. Après, et l'historique. Le problème, c'est que c'est pas un bonhomme qui va sauver le pays, c'est la population du pays. Nous. C'est le peuple. C'est nous. Et donc il faut que nous, on retrousse chacun dans son coin nos manches, et peut-être qu'on aura un porte-drapeau qui ressemblera, une fois qu'on aura commencé à se retrousser les manches, et faire ce qu'on doit faire à notre échelle. Le problème, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on croit toujours qu'un bonhomme mythique va venir tout remettre en ordre. C'est pas possible, un bonhomme mythique ne peut pas tout faire tout seul. De toute façon, c'est un travail d'équipe. Voilà. En général, celui qui doit remettre de l'ordre dans le pays ne peut apparaître que quand il y a instinctivement dans le peuple cette démarche.
et qu'il la ressent, sinon, il n'apparaît pas. qu'il la ressent et qu'il sait l'incarner sincèrement. Mais tant que ça passe par des médias douteux, moi, ça ne m'inspire pas. Les médias douteux se mettront à parler comme celui qui sera le représentant du peuple. Alors, les médias, ce sont des nous fabrique de faux sauveurs comme De Gaulle. Oui, c'est embêtant. Il ne faut pas tomber dans le même travers. Comme actuellement, on a une usure radicale de l'équipe qui est en place et une situation critique, on nous fabrique de nouveaux sauveurs, entre guillemets. Et qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre et qui nous fait plaisir. Tout à fait. Et donc, après, toujours pareil, gratter les actes, et quand vous voyez les actes et le cheminement, vous savez qui est qui. Mais si vous écoutez les belles paroles qui sont faites pour nous endormir, là, il y a illusion. Évidemment. Entièrement d'accord. Mais a priori, il vaut peut-être mieux un De Villiers qu'un Bardella. Ah oui. Mais bon. Je dirais politiquement oui, du fait que chez Bardella, les gens qui suivent Bardella sont dans l'ancien, qui votent, sont dans l'idée de l'ancien FN. Je vote Marine, je vote Bardella en pensant que je vote FN, c'est-à-dire Jean-Marie avant, une certaine idée de la France. Ils font ça et c'est des traîtres. Ils sont tout à fait macronisés. Aucune confiance dans Bardella. Voilà. Aucune confiance dans Bardella. Bardella, c'est un macrobiste. Hein. Ah, mais c'est un alviste. Mais qu'est-ce qu'il est capable d'incarner d'un point de vue charismatique? Il n'y a aucun charisme. Non. Il n'y a aucun charisme. Il n'a pas la carrure. Et pour être un chef d'État, il ne faut pas être une maudiette. Oui. Non, c'est un parvenu, c'est un arriviste. Aucune. C'est un leurre. Et moi, je suis d'accord avec M. Fontaine. De Villiers est un leurre d'un cran au-dessus. Voilà, c'est ce que je disais. Mon propos, c'est que. En plus de ça, la particule rassure. Au moins, il se tient bien. Et on peut utiliser. Comme les Français, les Républicains aiment la particule. Et on peut les rendre les deux interchangeables. Je vais faire seulement une petite remarque par rapport à De Villiers. Ça va être pas en accord parfait. S'il pouvait faire la France, comme je viens de sortir du Puy du Fou, eh ben, demain, je mets tous mes billets sur la table. Quand on va au Puy du Fou, c'est magnifique. Vous avez raison. Alors, il y a quelque chose de bizarre là. Voilà. S'il nous faisait une France, comme on fait, l'organisation, la propreté, les idées qu'il y a, même qu'il soit peut-être, je m'en fous. Vous savez que ce n'est plus lui qui s'occupe du Puy. Oui, c'est ses enfants aussi qui participent. Mais c'est quand même magnifique. Ah oui, c'est une réalité, heureusement. Il y a un débat entre lui et Philippot sur Internet, que anime Philippot en duo. Il est excellent, il explique les choses, il explique sa sensibilité. C'est intéressant à entendre. Mais je suis d'accord avec vous, incarner ce dont on a besoin aujourd'hui, il n'y est pas. Mais alors, l'entretien qui est disponible sur Internet avec Philippe, il y a des tas de propos intéressants et il explique en particulier ce qu'il a voulu incarner à travers le Puy du Fou. Et il dit les Français aujourd'hui dans leur propre pays ne sont plus chez eux. Et au Puy du Fou, ils retrouvent un peu un refuge quelque part de chez eux. Tout à fait. Et quand vous mais il n'est pas question de rejeter le Puy du Fou, mais il faut savoir aussi que ce n'est plus lui qui s'en occupe directement. Ouais. En tout cas, c'est intéressant à entendre, mais je ne pense pas que c'est lui qui va sauver la France, c'est les Français. Oui, de toute manière, s'il se passe quelque chose, c'est parce qu'on aura pris conscience et que dans notre mentalité, on aura évolué. Mais il y a du boulot à faire. Dans la vie quotidienne, qui peut résoudre vos problèmes à votre place? Donc, qui peut résoudre nos problèmes nationaux à notre place? Bon, alors, je ne suis pas pessimiste. D'abord, ce n'est pas dans mon caractère d'être pessimiste. Mais je pense tout de même que les choses mûrissent. Le problème, qui va incarner ce que les Français commencent à ressentir intérieurement sans arriver à mettre un nom dessus? Ça va émerger dans un contexte de chaos. On ne sait pas. Oui, tout à fait. Oui. On ne sait pas. Enfin, il y a déjà une progression dans les sentiments des Français, c'est qu'ils ne sont plus trop Europe, déjà. Oui, déjà ça. Alors que les paysans, il y a encore quelques mois,
étaient tous pro-européens. Maintenant, ils sont tous gros coup de pied sur le frein. Hein. Il serait temps, après la faillite dans laquelle on est. Il serait temps. Oui, mais on est en faillite. on leur donne tellement, on fait tellement la propagande de l'Europe que. Méfier toujours, par principe, il faut toujours se méfier de la propagande. Vous n'avez rien compris. Non, je ne parle pas de. je ne Ça parle va pas- mal parce qu'on n'a pas fait assez d'Europe. C'est ça. C'est ça qu'on vous explique. C'était le communisme. Le Excusez-moi. communisme. J'ai voté L'URSS contre le traité de Maastricht et contre le. l'URSS ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de communisme. Tout à fait. Et après, on nous a ressorti, les mêmes d'ailleurs, nous ont sorti pour l'Europe. Parce que c'est les mêmes. Est-ce que vous avez déjà vu des crétins reconnaître leurs erreurs? Von der Leyen, elle est née Albrecht. Oui, 20 ans. oui, Attends, oui, 20 ans oui. de conversion. Les communistes, Oui. quand c'était encore l'URSS et qu'on leur disait, quand ils allaient au PC dans toutes les petites communes, on disait, le communisme c'est parfait. Les communistes étaient déjà écroulés en URSS. Mais 20 ans pour une conversion intellectuelle. Mais c'est normal quand quelqu'un C'est tout. se fait gober par une idéologie, il ne va pas y renoncer du jour au lendemain, Tout à fait. il reste englué dans son idéologie. Il faut être lucide en permanence et ne pas tomber dans l'idéologie, quelle qu'elle soit de gauche, de droite, tout ce que vous voulez. L'idéologie, c'est fait pour leurrer et pour rassembler des foules. Dans un but particulier. Attention, l'idéologie est un mot qui couvre tout, Oui, de l'erreur jusqu'à la vérité. tout à fait. Donc attention à votre formulation. Alors, je distinguerai dans ce cas-là l'idéologie de la doctrine. Et je remplacerai ce qui est, je dirais, saint par doctrine. C'est pas la même chose. Bon. Autre question? Ben, merci pour votre conférence. Alors. Merci à vous et d'être aussi réactif, car vous posez de très bonnes questions. Vous faites de très bonnes précisions aussi qui sont utiles. Donc, disons que c'est un échange commun. Donc, la suite au prochain numéro, la prochaine conférence, je n'ai pas la date en tête, mais ce sera en décembre. De toute façon, sauf si j'attrape une bonne petite grippe. Bonne santé alors. Inch'Allah. Par exemple.